Bonjour. Merci à tous d'être ici. Merci à AWS de nous avoir permis de témoigner. Je voudrais commencer par un petit back to basic. La sécurité, pour nous, qu'est-ce que c'est? La sécurité, c'est, on va dire, répondre à des enjeux réglementaires et répondre ou proposer une réponse sur des risques exprimés par des directions métiers. Une fois qu'on a dit ça, concrètement, on se dit que la sécurité elle a des beaux jours devant elle. Les enjeux de la sécurité augmentent, avec il y en a de plus en plus d'assets à surveiller. On a des chocs technologiques qui apparaissent. On parle de Docker, on parle de cloud, on parle de big data, IA, etc. On a bien sûr les risques et le réglementaire. Et voilà, ces enjeux augmentent. Et ce qui est intéressant, c'est que les budgets SSI augmentent. Donc ça, c'est plutôt bien. Il suffit de regarder aussi le marché de la sécurité dans le cloud qui est en plein boom. Donc voilà, tous les signaux sautent en vert. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Adrien Houlier. Je suis consultant cloud au sein de D2SI. Bonjour, Romain Frémiot, donc consultant cloud et DevOps chez D2SI. Donc je vais vous présenter un petit peu l'agenda de la session. Donc on va commencer par vous parler du challenge de réconciliation qui existe entre le business et la sécurité. Pourquoi déjà il y a un challenge de réconciliation. Ensuite, on vous exposera quelques-unes de nos convictions et on vous présentera des retours d'expérience qui nous ont permis de forger ces convictions autour de la sécurité. Et puis on terminera sur quelques éléments clés et des messages qu'on veut que vous reteniez de cette présentation. Donc avant tout, pourquoi il y a un challenge de réconciliation entre le business et la sécurité? Donc d'une part, d'un côté, on a le business qui a constamment besoin d'innover, d'accélérer. On parle de réduire le time to market, réduire les coûts. Il faut tout le temps mettre en place des nouvelles technos qui sortent, des nouvelles idées qui fusent. Et d'un autre côté, on a des besoins de la sécurité qui sont en augmentation. On a un nouveau cadre technologique, des nouvelles réglementations à respecter, des normes à respecter, à implémenter. La présentation juste avant a parlé d'une de ces normes. Et puis on a des nouvelles pratiques agiles et DevOps qu'il faut adapter à la sécurité. Il faut former aussi les équipes à la sécurité, à implémenter la sécurité de plus en plus rapidement. On parle de job zéro pour la sécurité. Tout simplement parce que c'est important d'intégrer la sécurité dès le départ à la conception des projets et pas la rajouter après comme une brique supplémentaire. Et donc, on arrive sur le cloud. Et le cloud, ça disrupte complètement la sécurité. Ça fait voler un petit peu en éclats les concepts et les façons qu'on avait d'implémenter la sécurité. Et pourquoi? Sur différents aspects. Donc d'une part, sur la partie culturelle, la sécurité, historiquement, quand on pense sécurité dans une infrastructure, un système legacy, on pense souvent comme une brique à rajouter dans un second temps. On se dit, oh, la sécurité, je le ferai plus tard. Ou alors, je vais éviter de demander à mon équipe sécurité ce qu'elle en pense parce que ça va me ralentir. Sur le cloud, il faut aller vite. Et donc, il faut l'intégrer dès le départ. Ça a un impact aussi sur les organisations et sur les équipes. Ça nécessite que les équipes sécurité travaillent de concert avec les équipes DevOps pour aller plus vite, pour pas que la sécurité vraiment soit un frein, mais qu'elle permette d'accompagner les projets. Ensuite, la sécurité va, sur le cloud, influer aussi sur les process, les outils et les technos. Au niveau, juste quelques chiffres intéressants. Il y a une statistique qui nous dit, d'après une étude RightScale de 2018, qu'environ 80% des entreprises considèrent la sécurité comme un challenge du cloud. Ce taux monte à 85% pour les nouveaux entrants, ce qui veut dire que vraiment, la sécurité, il y a une prise de conscience comme quoi la sécurité doit être intégrée dès le départ. Il y a également une petite citation d'un RSSI qui nous a beaucoup marqué et fait sourire, qui est: ça viendrait à l'idée à personne d'acheter une voiture sans frein ni rétroviseur. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Ce qui veut dire que la sécurité doit changer pour être intégrée dès le départ avec le cloud, mais elle doit changer en mieux. Alors, voilà. À D2SI, on a, au fur et à mesure de nos missions cloud, développé plusieurs convictions sur la sécurité. On en a développé 4. Je vais vous parler de la première. Donc, la première, c'est autour de la démarche. Vous n'allez pas
si vous débutez sur le cloud, devenir en un instant les plus grands experts de la sécurité cloud. Il y a vraiment un sujet d'apprentissage. Il y a un sujet d'apprentissage et d'y aller par itération. Alors, je me souviens quand je suis arrivé dans la pratique sécurité à D2SI, on parlait beaucoup de DevSecOps et moi je suis arrivé et j'ai dit super, on va mettre un représentant SSI dans chacun des projets. Et là, Christine, la responsable de la practice, m'a regardé et m'a fait « Adrien, tu te calmes, ça ne va pas se passer comme ça, ça va coûter beaucoup trop cher. Ce qu'on veut, c'est plutôt une sensibilisation. Ce qu'on veut, c'est avoir une empreinte sécurité dans chacun des projets, dans chaque équipe DevOps. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on fait ça par des relais. Vous avez, dans vos différentes organisations, des personnes qui ne sont pas forcément SSI, mais qui ont une appétence pour la sécurité. Il y a des ops qui ont des appétences pour la sécurité, il y a des archis, il y a des devs qui ont des appétences pour la sécurité. Et du coup, en fait, ce qu'il faut simplement, c'est les identifier et en faire un peu une communauté opérationnelle sur la sécurité. Donc voilà, ce sera un peu notre définition du DevSecOps. Je vous ai mis de l'autre côté un peu la sécurité de journée, parce que quand on fait de la sécurité, ce n'est pas que de la techno. Quand on parle d'agilité, de déployer jusqu'en production, voilà, tous les sujets utiles sont remis en question. Donc il faut travailler vraiment à la fois sur les process, sur la gouvernance, mais bien sûr sur la culture. Romain en parlait, on parle plutôt d'accompagner les projets plutôt que d'avoir une posture du non, on n'intègre pas telle nouvelle technologie parce qu'on ne l'a pas encore analysée. Et pareil, il y a une question sur la formation, sur les différentes personnes. Une autre conviction qu'on s'est forgée autour de 4 éléments clés, c'est qu'il faut casser les silos des organisations. Alors comment on fait ça ? D'une part, on forme les équipes. On forme les équipes sécurité d'un côté, mais on forme aussi les équipes métiers, les équipes DSI. Et on les forme en leur faisant pratiquer. C'est le learning by doing qu'on prône beaucoup chez D2SI. On pense vraiment que la meilleure façon d'apprendre, c'est à travers la pratique. Donc on incite les différentes équipes à se former, à pratiquer. Ensuite, on les incite à co-construire les solutions, à réfléchir ensemble. Ce n'est pas l'équipe sécurité qui travaille d'un côté sur des réglementations à implémenter, ou l'équipe business qui travaille de son côté à une solution, mais c'est les deux qui travaillent ensemble et qui réfléchissent au modèle à implémenter. Enfin, Adrien a parlé, et reviendra dessus, de DevSecOps. On pollinise, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire infuser les principes de la sécurité dans les équipes métiers. On ne pourra pas envoyer quelqu'un de l'équipe sécurité dans chaque équipe métier, c'est pas possible. Ou alors, économiquement, c'est compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'appuyer sur des relais, sur des security champions dans les différentes équipes qui vont directement infuser de l'intérieur les concepts de la sécurité. Et en même temps, c'est les mieux placés pour adapter la sécurité aux besoins business. Et enfin, on essaye de partager l'information. Comment on fait ça ? On réserve des espaces, des moments, en fait, pour permettre aux équipes de partager et d'échanger entre eux. Ce point-là, il arrive en dernier sur ma présentation, mais il est très important. On parle beaucoup de fail fast. Le fail fast, c'est le concept de tester une idée rapidement, de pouvoir échouer pour pouvoir retester à nouveau, mais c'est surtout de pouvoir capitaliser sur un échec passé pour aller chercher le succès. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut vraiment que les équipes puissent capitaliser sur leur retour d'expérience, dialoguer et avoir des espaces et des moments pour le faire. Donc il faut laisser des plages, des espaces aux différentes équipes pour pouvoir avoir ces moments-là et donc casser les silos habituels qu'on a dans les organisations. Alors, notre troisième conviction, elle est autour de l'automatisation. L'automatisation, il y a deux grands pendants. Il y a l'infrastructure immuable et l'automatisation à proprement parler. Alors, je ne sais pas si le concept d'infrastructure immuable est connu de tous, mais globalement, l'infrastructure immuable, c'est le principe de je déploie une infra qui est associée à une application sur une plateforme et je ne fais pas de modification dessus. Si je veux modifier mon infrastructure, eh ben, je la redéploie. Ça, c'est très vertueux d'un point de vue sécurité. D'abord d'un point de vue traçabilité. J'ai plus un petit admin 6 qui arrive, qui se connecte en SSH sur un serveur, hop, bim bim, petite modification, ni vu ni connu. Voilà, niveau traçabilité, on a connu mieux. Et un autre, on va dire, gros gain, c'est sur le patch management. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous gérez le patch management dans vos organisations.
On va dire que traditionnellement, il est plutôt géré dans les équipes côté, on va dire, exploitation. Et bon, ben voilà, il faut patcher le serveur. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'équipe exploitation prend son téléphone, elle appelle son équipe MOE. Allô, oui, bonjour, j'aurais besoin d'un créneau pour patcher tel serveur. Et là, au mieux, l'équipe MOE appelle son équipe MOA pour avoir un créneau qui aura peut-être. Ou alors, cas général, pas de réponse, il ne se passe rien. Et donc, on se retrouve avec des infrastructures qui sont, entre guillemets, obsolètes et un très beau projet de gestion de la dette technique dans l'organisation à 500K, 2 millions, 3 millions, plus si on est dans des très grosses organisations. Tout ça pour patcher Java. Donc, l'infra-immuable, en quoi c'est un gain? Eh bien, ça remonte le niveau de responsabilité, non pas dans les équipes opérationnelles, mais dans les équipes qui sont chargées du déploiement. Et concrètement, ce qu'on va chercher, c'est de déployer une application avec toute sa stack qui est complètement à jour et la déployer comme ça au fil de l'eau. Du coup, à chaque opération de déploiement, on déploie l'intégralité de la stack, l'application, son langage de programmation, son middleware, son OS, et tout ça à jour. Dès qu'il y a une modification, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème, eh ben, on est capable de corriger rapidement et de garder l'application avec le tout dernier niveau de patch. Voilà, le deuxième point, c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est extrêmement important. C'est ce qui, comme disait Romain, permet d'atteindre la sécurité avec un zéro job. C'est-à-dire que vous avez automatisé la sécurité dans la chaîne d'intégration, dans la chaîne de déploiement, donc auditer le code, auditer les scripts d'infrastructure immuable et auditer la plateforme, c'est-à-dire que concrètement, j'ai un serveur par exemple qui est posé sur une plateforme cloud, je vais avoir des scripts qui vont passer régulièrement pour m'assurer que par exemple ce serveur, il a été déployé depuis moins de 6 mois. S'il a été déployé depuis moins de 6 mois, très bien. Si c'est plus que 6 mois, je pourrais dire vraisemblablement ce serveur n'est pas à jour, n'est plus à jour, il faut le redéployer pour le patcher. Alors, comment implémenter plus rapidement, facilement en tout cas, ce qu'on nous demande autour de la sécurité, les besoins de sécurité sur le cloud? Il y a une manière toute simple de le faire, c'est avec le cloud lui-même. On l'a vu encore une fois dans la présentation précédente, l'utilisation des services managés peut nous permettre de gagner beaucoup de temps en termes de sécurité. Donc si on se repose sur le Security Hub d'AWS, on va avoir une solution complète qui nous permet de partir de l'alerting, de la détection d'alerte de sécurité jusqu'à la remédiation. Un service managé, c'est intéressant parce que déjà vous pouvez l'automatiser, vous pouvez l'attaquer en API. Ensuite, c'est peu coûteux, c'est scalable et c'est facilement, vous pouvez le mettre en œuvre de manière très simple. Du coup, nous, on recommande vraiment l'utilisation des services managés pour mettre en place le plus rapidement possible les réglementations et les différentes normes de sécurité auxquelles vous êtes soumis. On peut voir sur AWS de nombreux services. Alors, ça peut partir de CloudTrail qui permet de gérer les logs à d'autres services comme Cloud HSM ou AWS Config. Et quand bien même vous ne trouverez pas un service qui répond à vos besoins, vous avez un écosystème de partenaires avec l'AWS Marketplace qui vous permet de vous reposer sur un écosystème open source avec des solutions type Dom9, par exemple. Voilà, avant-dernière partie de notre présentation. Donc, on va vous parler de retour d'expérience, donc de cas concrets qu'on a fait chez nos clients. Donc, je vais vous en présenter deux. Alors, premier retour d'expérience, c'est chez Bouygues Telecom. Donc Bouygues Telecom, c'est un retour d'expérience que je connais bien. J'ai passé beaucoup de temps avec ce client. Bouygues Telecom, ils sont très matures sur AWS. Ils ont commencé vers 2014 à peu près, où ils ont commencé à initier des sujets cloud. En 2017, ils ont migré Portail Vente sur AWS. Portail Vente, c'est bouyguestelecom.fr. Bouyguestelecom.fr, c'est sur AWS. Et en 2018, ils se sont dotés d'une roadmap pour migrer 50% de leur SI, on va dire pérenne, sur AWS dans 3 ans. Donc dans 2 ans, ils auront 50% de leur SI sur AWS. Pour faire ça, ils ont construit une équipe cloud qui est en charge à la fois de la plateforme en elle-même, la gestion de la plateforme, et de la, on va dire, sécurité opérationnelle sur la plateforme. Alors,
cette équipe Cloud, quand elle a vu le sujet lui tomber dessus, elle s'est dit « Ok, très bien, je ne vais pas faire de la rémédiation sur 50% du SI. Il faut absolument, comme j'ai déjà d'autres sujets à m'occuper, il faut absolument que j'arrive à, on va dire, déléguer ou distribuer ces tâches de rémédiation. » Donc, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, c'est mon petit dessin qui est juste ici. J'ai tout en amont une équipe SSI, on va dire gouvernance, qui travaille main dans la main avec un Security Ops pour définir quelles sont les règles de compliance qu'on va mettre en œuvre. Donc concrètement, les règles, c'est est-ce que mes security groups sont correctement configurés? Est-ce que je respecte des zones de confidentialité au niveau des couches des applications, comme ça. Et je ne sais pas, par exemple les tags, ou alors est-ce que j'utilise des services qui sont au catalogue Bouygues Telecom? Typiquement, une équipe étude qui déploie des applications, est-ce qu'elle peut déployer des services que l'exploitation ne serait pas gérée ou que la sécurité gouvernance n'aurait pas analysé? Et bien, leur réponse était de dire on fait un catalogue de services autorisés et ça fait partie des règles qui sont, on va dire, parsées automatiquement. Comment ça marche? Ils ont un outil qui s'appelle eDeploy, qui est leur chaîne d'intégration et déploiement continu. Et donc cet outil va pousser du CloudFormation directement sur la plateforme et on va commencer à construire les stacks. On va catcher, entre guillemets, l'ID de la stack et on va, à travers des step function lambda, on va dire récupérer l'ID de la stack, récupérer le fameux code JSON qui sont les règles de sécurité qui ont été traduites, et on va utiliser un outil du marché pour pouvoir, on va dire, parser l'ensemble de ces règles de compliance sur les stacks qui ont été nouvellement construites. Si c'est conforme, eh ben, on récupère l'ID de la stack, on le hash, on le met dans une base de données NoSQL. Si ce n'est pas conforme, on informe le propriétaire de la stack que ces stacks ne sont pas conformes en charge de la rémédiation. Et tout ça, on le fait en environnement hors production. Ce qui est vertueux, c'est que du coup, en environnement de production, on ne peut déployer que des stacks qui ont été tagués conformes. Donc voilà. Et c'est comme ça que Bouygues, l'équipe Cloud, se décharge entre guillemets de la rémédiation sur chacune des applications. L'autre Rex que je voudrais vous présenter, c'est un Rex d'un éditeur de solutions de sécurité. Alors, ce qui est extrêmement intéressant avec eux, c'est qu'eux, ils ont mis vraiment de la sécurité dans tout le cycle de vie de l'application. Donc je vous explique. Alors, environnement full AWS, une équipe qui veut consommer un hébergement cloud, elle reçoit une triplette de comptes. Compte AWS, un compte globalement pour le dev, un compte pour la recette et un compte pour la production. Et ben, après, les admins sur ces 3 comptes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que cette équipe qui est vraisemblablement des devs puisse être admin sur des comptes? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que, qu'on est quand même un éditeur de solutions de sécurité? On ne voudrait pas avoir mauvaise presse auprès de nos clients. Donc voilà, leur réponse a été on met de la sécurité sur tout le cycle de vie des applications. Donc, je vous explique. On démarre globalement par les équipes études qui construisent leur stack. Donc voilà, construit du CloudFormation. Une fois que l'équipe considère que sa stack CloudFormation elle est suffisamment, on va dire, construite pour être déployée une première fois, eh ben, on utilise, donc je vous ai dit environnement full AWS, la chaîne d'intégration et déploiement continu sur AWS. Donc là, on a un petit pipeline qui est dans Code Pipeline et il va jouer différentes étapes. La première étape, c'est regarder la conformité sur le code qui va être déployé. Quand j'entends le code, c'est le code vraiment sur l'infrastructure as code, donc vraiment les scripts CloudFormation qui vont être analysés. On utilise pour ça un outil open source qui s'appelle CFNNAG et avec 80 règles à peu près, on va regarder si les rôles ont été configurés correctement, si les security groups ont été configurés correctement, et ça on le fait directement sur le code. On ne le fait pas sur ce qui a été déployé, on le fait directement sur le code. Si c'est conforme à la compliance, on peut passer aux étapes d'après. L'étape d'après, c'est on utilise AWS Service Catalog pour pouvoir déployer sa stack. Donc l'idée d'utiliser Service Catalog, c'était de dire, moi qui suis application, je crée mes propres stacks, mais je pourrais créer des stacks que je mets à disposition de tiers. Typiquement, je pourrais créer une stack pour un bastion
que je mettrai à disposition et que chaque autre équipe pourrait récupérer et redéployer sur ses comptes. Alors, une fois que la stack est déployée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première chose, c'est qu'ils utilisent Wazoo, qui est un outil open source, qui va être installé sur l'ensemble des instances qui seront sur le cloud AWS. Et Wazoo, c'est un EDR. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Endpoint Detection Response. Et ça va aller sur les instances, s'assurer qu'on a, on va dire, pas de modification du file system. Je vous parlais d'infra immuable, on s'assure que personne ne se connecte dessus, personne ne fait de patch. Il va vérifier voilà, les connexions des utilisateurs, il va vérifier les connexions, les ouvertures de ports, etc. On utilise AWS Config pour s'assurer de tous les changements qui sont faits sur la plateforme. Et là, c'est un audit continu. Pareil que Wazoo, donc Wazoo, tout ce qu'il va détecter, et Config, tout ce qu'ils vont détecter, ils vont l'envoyer à Security Hub. Je vous en parle juste après. Et le dernier outil qu'on utilise, c'est Cloud Custodian. Cloud Custodian, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parser, on va dire régulièrement, le contenu de la plateforme AWS sur l'ensemble des comptes, et il va faire des checks et soit faire simplement de l'alerting, soit faire directement de la rémédiation. Donc en exemple, on a une 50aine de règles avec Cloud Custodian, et si je devais vous donner un exemple sur ce qui remédie automatiquement, par exemple, eh ben, ce serait un utilisateur ne s'est pas connecté sur la plateforme depuis 75 jours, je pense, je ne sais plus si c'est 70, 75, mais et ben, là, ce qu'on fait, c'est qu'on désactive son compte, on désactive ses accès. Pareil, des access keys, secret keys qui sont expirés, il va les supprimer directement. Le reste, eh ben, on a des opérations purement d'alerting. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces logs, tout ce qui est remonté, tout ça part dans Security Hub. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Security Hub, c'est un nouveau service de sécurité AWS. Nouveau, alors de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est juin, donc c'est SoJuin. Ce service, il permet d'agréger l'ensemble des logs de sécurité et d'en donner de la visibilité. Après, concrètement, ce que fait cet éditeur de logiciel, c'est qu'il utilise des step function lambda pour parser l'ensemble de ces logs et avoir des opérations de rémédiation directement dessus. Et donc, soit c'est remédié, soit c'est, pareil, audit, notification auprès des utilisateurs pour que les utilisateurs, les propriétaires des différentes stacks puissent remédier leur configuration. Donc voilà, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment un client qui a mis ou qui a inséré de la sécurité sur l'ensemble du cycle de vie de son application. Voilà. En conclusion de cette présentation, ce qu'on aimerait, les points essentiels qu'on aimerait que vous reteniez, c'est avant tout, formez-vous. Formez vos équipes sécurité, formez vos équipes métiers, formez vos équipes DSI, faites-les pratiquer, c'est le learning by doing. Permettez-leur d'avoir des moments de partage, de pouvoir capitaliser sur ce qu'ils ont appris, sur leurs expériences. Laissez-leur des moments pour échanger ensemble. Utilisez les services managés, ça va vous permettre réellement de gagner du temps, d'avoir une défense plus en profondeur et d'élever votre niveau de jeu en termes de sécurité. La sécurité ne va plus être un frein, mais vous allez pouvoir réellement accélérer et accompagner le business en termes de niveau de sécurité. Et là, vous allez avoir un niveau de jeu, comme je l'ai déjà dit, beaucoup plus élevé. Ensuite, surveillez en permanence. Comme disait Adrien, sur toute la chaîne, mettez de la sécurité. Mettez de la sécurité sur le run, sur le build, sur la phase de déploiement. Et pour faire ça, automatisez un maximum. Il faut tout automatiser. Alors, quand on parle de tout automatiser, c'est tout automatiser sauf vous, bien sûr, puisque le fait d'automatiser un maximum de tâches, on a remis une petite citation du CISO AWS qui résume pas mal ça. Ça va vous permettre réellement de recentrer vos ingénieurs sécurité sur des tâches à valeur ajoutée. Et des tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire votre business. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Merci. Merci à tous. Je vous propose de faire un petit break et on se retrouve tout à l'heure pour écouter Jeremy Capit, qui est Data Architect de l'équipe de Formula One.
On a la grande chance de l'avoir cet après-midi. Il vient de Londres nous expliquer comment la course automobile a tiré parti du cloud AWS, comment ça a été une véritable révolution dans l'utilisation des données. Donc on est vraiment super fiers de vous présenter Jeremy Coppit tout à l'heure. Voilà. Donc on se retrouve après le break. À tout à l'heure.